matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, et bienvenue à ce 77e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard pour son retour. Ben non! Écoute, ben oui, de retour après être parti dans les fins fonds, les refoulements d'égouts, Tabarnak, hein? fins fonds de la vie, les fins fonds de tout. Même pas de feu d'artifice quand je reviens. Non. On espérait, Nico Thibault espérait un grand retour en fanfare, mais non, même pas rien. Même pas. Pas de changement de gimmick, Non. fuck out, non. Juste un gars qui est bien fatigué, bien tanné, bien stressé, mais qui est content de revenir faire des genres de lutte. Parce que, Yes! s'il y a un moment dans ma vie où j'ai besoin de décrocher, C'est pas mal là, ben, hein? pas mal là en ce moment. Fait que, ouais, c'est ça. Vie est pas simple. Ouais. Et je suis accompagné du grand, de mon Helm's Deep. Oh! Comme ton Rohan, toi t'es mon Helm's Deep Ouais. qui a tenu fort devant Je suis là. pendant les vagues incessantes. Bon, ils croyaient pas que j'allais revenir. Puis là, au bout en haut de la lumière, le soleil est arrivé, puis je suis arrivé avec mes chevals à l'épisode 77 pour revenir. Monsieur Pierre, Gaston Gay, comment ça va, Pierre? Là, je peux pas t'imaginer avec une belle grande chevelure blanche sur un cheval avec ton... avec ton petit chapeau pointu qui tombe un peu sur tes épaules quand tu galopes à grand galop, accompagné de 4 hobbits. Anyway, bienvenue, re-bienvenue chez vous. Moi, je vais faire un shout-out à Ellie qui... Ellie qui a tenu, qui a un gros merci Gros à merci. Ellie qui nous a dépanné. Ben Vraiment, oui. qui a des excellents épisodes également avec toi. Oui, c'est très cool. Gros merci, ça m'a permis comme on dit, au sens littéral, gérer de la merde. Fait que, c'est ça. Ah, Mais ça a gros pas de merci, Ellie. Ça a permis d'aider. C'est pas terminé, comme là, je suis comme réinstallé dans la chambre de ma fille, qui n'a pas été touchée, parce qu'on est au deuxième. Fait que là, j'ai remis un espèce de setup bizarre, temporaire. Là. Fait que ça sera là pour les prochaines semaines, jusqu'à temps qu'on ait une solution un peu plus claire dans l'ancien bureau studio qui s'est fait malheureusement inondé. Eh là là. On va voir. Fait que là, il a fallu tout enlever les planchers, enlever les bonnes murs pour tout sécher, des ventilateurs, des déshumidificateurs et tout, là. On est pas mal dans ça. Je sais pas si on l'entend. Si jamais il y a un petit bruit de fond, je sais pas si ce soit le bruit de mes ventilateurs et de mes machines qui fonctionnent dans la cave présentement. Est-ce que t'es su quelle eau, l'eau à certains stades, stade 1 c'est pur, stade 5 c'est de l'eau complètement contaminée, tu dois être stade 3 ou 4. Là. Si ça sortait des toilettes, habituellement c'est 3 ou 4. Là. Ouais, ben on m'a pas dit il y a quel Ok. stade. Fait que je savais, on a été comme plusieurs, pour ceux qui nous écoutent en Europe, là, au Québec, il y a eu un gros, il y a eu l'ouragan Débit qui a frappé l'Amérique du Nord. Et au Québec, ça a créé beaucoup de précipitations et ça a fait qu'il y avait beaucoup d'eau. Fait que ça a fait refouler les différents systèmes d'aqueduc. Fait que, en gros, j'explique ça parce que tout le monde, je suis pas tout seul. Là, on est comme 5-6 000 personnes là, au Québec, 5-6 000 foyers qui ont été touchés. Et je suis parti de l'endroit névralgique où il y a vraiment beaucoup trop plu. En 2-3 heures, il a tombé 160 à peu près millimètres de pluie. Ce qui est triste, parce que quand ça arrive, puis il y a beaucoup de monde en même temps, c'est que tes assurances sont débordés, fait que ça prend plus longtemps avant d'avoir des nouvelles. Ouais. Ce qui fait que ça fait plus longtemps. Toutes les compagnies également. Ben, c'est ça. Puis si tu laisses de l'eau sale, même si tu enlèves l'eau, en dessous de ton plancher, il y a de la moisissure, des bactéries qui s'accumulent. Fait que il faut enlever ça au plus vite. Je pense que c'est ce que tu as fait. Heureusement, c'est que tu as eu le bon réflexe de tout enlever, même avant d'avoir des nouvelles de tes assureurs. Fait que bonne chance, on continue à ben, c'est ça. Là, je vends mon sous-sol au complet. Fait que, c'est pas le meilleur feeling au monde, hein? Frapper à coups de masse dans sa maison pour la détruire. Sa nouvelle maison en plus. Là. C'est ça. Fait que c'est pas le truc le plus fun à vivre. Mais bon, c'est la vie, c'est ça qu'il faut faire. Puis effectivement, c'est ça. On n'a pas beaucoup d'aide de compagnie parce que évidemment, toutes les compagnies sont débordées. Ils n'ont pas créé des nouvelles compagnies juste pour cette catastrophe-là. Fait qu'un c'est ça, une belle encapsulation des changements climatiques. Fait que la première fois que je suis touché directement, et probablement que un peu partout, on sera touché dans les prochaines années à différents niveaux, de différentes manières, mais bon, ça a été de cette manière-là. Fait que, on tient le coup, le moral est bon. La famille va bien, la santé est bonne. Tout le monde est en santé, c'est ça qui est important. Fait que, j'ai vécu ça également avec un bébé d'11 jours. Ouais, c'est un peu maudit, là. Ouais, c'est ça. C'est pas l'idéal de faire un petit nid, un petit cocon. Tu as essayé de voir si ça flottait? Ouais, c'est ça. Elle ne pas encore, mais écoute, au moins t'es en santé. C'est ça qui est important. Fait qu'un gros merci tout le monde d'être resté, vu quelques messages dans les commentaires également là, qui me souhaitaient
bonne chance. Nico Thibault qui pense que c'était un kayfabe. Fait que, tu sais, ça vient tout ça. Fait que, d'ailleurs, gros merci à Pierre-Paul qui nous dit justement un peu avant le All-In, qui disait demain, c'était kit ou deux pour Danielson. Évidemment, il nous écoute depuis le début. Il sait que Bryan Danielson était mon lutteur préféré jadis. Et est-ce que ça allait vraiment être la fin? Probablement que Max allait avoir les larmes aux yeux. Puis évidemment, je te regarde, je te salue, Pierre. Pierre-Paul pour ça. Je suis de retour maintenant au podcast. Et qu'est-ce que tu m'as texté dans les premières secondes du match du main event de All-In? J'ai dit, je pleure déjà. Yeah. Parce que c'est ça, c'était comme un récapitulatif, évidemment sans la portion de WWE, mais on peut se l'imaginer, la carrière de Bryan Danielson. Et aujourd'hui, j'ai mis le chandail de la run de Bryan Danielson qui s'est rendu jusqu'à WrestleMania 30. Est-ce que sa run jusqu'à All-In 2024, Londres était aussi bonne que celle de WrestleMania 30? Oh, à voir, on ne sait pas. Est-ce que ça va être sa dernière run? Eh bien, probablement vous avez vu le pay-per-view, vous allez le savoir un peu plus tard dans le podcast comment ça s'est terminé. Mais non, je pense que j'ai quand même préféré celle de WrestleMania 30 parce que c'était comme arrivé à l'apogée, si on veut, de toute sa carrière, alors que là, on est plus dans la légende de Bryan Danielson présentement. Mais c'était quand même, je pense, le deuxième pic de sa carrière, ce qui s'est passé ce week-end. Sinon, on a aussi Johnny Play qui a eu un petit débat dans le dernier épisode sur différents trucs, en fait. Fait que d'abord, MJF et Ospreay. Il y avait Daniel Garcia qui a été détruit par MJF, qui allait partir, qui allait être en fun un peu. Est-ce qu'il allait intervenir dans le match? Eh bien, bravo, Johnny Play. Tu as eu la bonne déduction, puis à Paul aussi, te félicite. Il connaît sa lutte. Oh que oui. Bravo. Puis, sinon, Pierre-Paul, il nous rappelle qu'il y a déjà eu un match entre Ospreay et AJ Styles à la Ref Pro en 2015. Avec notre historien de la lutte, Pierre-Paul. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est une commande qu'on t'a donnée. Tu livres la marchandise. Merci pour ça, Pierre-Paul, dans l'épisode d'avant, où on se posait la question si AJ Styles et Will Ospreay avaient déjà eu un match. 2015, ça fait quand même presque 10 ans maintenant. Je serais curieux de voir présentement qu'est-ce que ce match-là pourrait donner. Je suis certain que ce serait un autre niveau, même si ça devait être écœurant, ce match-là, à Rev Pro. Match de rêve qu'on va peut-être jamais voir. Vraiment, puis c'est l'inspiration entre les deux également, dans leur style respectif. 100%. Et nous, on ne perdra pas de temps parce que c'est le retour du pay-per-view. Malheureusement, à cause de la situation, il n'y avait pas de questionnaire, de prédiction. C'est un peu dommage parce que c'est un peu le WrestleMania de la All Elite aussi, mais gars, j'étais beaucoup occupé. Et j'ai pas eu le temps de m'asseoir et de faire les corrections. Il y a aussi le côté technique qui fait que t'as plus d'ordinateur aussi, ça aide pas ça, de ce côté-là. Aussi, ça n'a pas été. Fait que là, j'étais un peu sur les trucs de ma conjointe, son laptop. Fait que ça fait la job, comme on dit, mais tout est pas dans un setup habituel et moi qui est quelqu'un d'habitude et de. Là, j'étais très bousculé. Mes habitudes normales. Fait que c'est ça, inquiétez-vous pas, là, la prochaine semaine, on va se racheter du stock et on va espérer que les assurances nous reviennent dans pas long pour pouvoir avoir des sous pour faire tout ça. Mais pour l'instant, on se débrouille avec les besoins du bord. Mais j'ai quand même réussi à me patenter quelque chose et à genre installer, genre sur mon bureau de chambre, genre j'ai comme réussi à sauver la télé en bas. Fait que là, on l'a réinstallé dans la chambre, spécialement pour All-In, pour écouter le pay-per-view. Et ça a commencé d'abord avec le pre-show. Le pre-show de la 4, Zero Hour. D'abord, il y a eu une espèce de commencé avec différentes entrevues pour mousser les différents matchs. C'était très intéressant. Et il y a notamment une bonne entrevue que j'ai aimée de Brie Bella qui venait mousser évidemment le match de Bryan Danielson. Fait que c'est le fun de voir Brie Bella dans un contexte de la All Elite Wrestling. Ouais. Elle existe encore et Brie Garcia, un peu l'émotion. Danielson, ouais. Sentais l'émotion dans cette entrevue-là avec René. Fait que je le note si jamais vous voulez le regarder. Je pense qu'il est disponible seulement cet extrait-là. Vous allez le voir sur leur chaîne YouTube. Et ensuite, comme tous les pre-shows de la All Elite, on a droit à beaucoup de luttes. Fait que là, on commence avec un classique, je dirais, en Elite Wrestling. Un match à 16 personnes en équipe. Et là, ça m'a fait... En tout cas, juste les commentaires, ça me faisait rire. Parce que t'avais Nigel McGuinness qui était comme « C'est un classique 16-man tag team action! » Ça, là, c'est très niaiseux de sa part. Et même les équipes faisaient comme plus ou moins de sens. Il y avait des gentils et des méchants de chaque bord. C'était vraiment comme
tout le monde qui n'a pas réussi à faire la carte, on vous donne un moment dans le stade. Dans le stade Peut-être il y a eu quand même une couple de beaux spots quand même que j'ai jamais été. Leo Rush puis Satnam Singh, même RJCT après le match, pendant les commentaires et après le pay-per-view, qui nous a reparlé, qui est comme on veut voir ce match-là à Dynamite, on veut voir ce match-là, Leo Rush contre Satnam Singh. Vraiment un beau petit match-up, super le fun. Les deux, le plus petit de la compagnie contre le plus grand de la compagnie. J'ai vraiment aimé ça. Puis quand même des beaux spots, pas trop remplis. Ça aurait pu être overbook, ça l'était pas tant que ça. Ouais. Tout le monde a bien joué, puis je trouve que ça ouvre bien quand même une carte. Même si c'est un match un peu mélangeant. C'est ça. C'était très... dans la caméra, on va y revenir. Ça m'a fait un petit peu peur ce match-là parce que la caméra, des fois, elle ne suivait pas bien l'action. Ouais. Des fois, on manquait des petits bouts de genre, là, la caméra n'était pas à bonne place pour bien capter le spot. Ouais, ça arrive quelquefois en pay-per-view. Ouais. C'est ça. C'est surtout arrivé dans un des matchs, mais heureusement, pour le reste, ça n'a pas trop arrivé. Le reste a été quand même. C'est le match à échelle. Le premier match, le match à échelle, me semble. Exact, le premier match à échelle, on a manqué des petits coups à certains endroits. Ouais. Et là, ce match-là, j'étais comme, là, j'espère que ça ne sera pas comme ça toute la soirée. Parce qu'on s'entend, c'est pas la même chose d'être dans un environnement pour filmer, dans un gros stade comme ça. T'as peut-être également, il doit y avoir certains caméramans qui sont peut-être des gens qui sont plus sur place pour prendre des shots différents de ce que c'est normalement l'équipe qui suit toujours. Fait que des gens dans un grand stade, mais il faut un peu plus de personnel. Fait que les gens sont peut-être pas habitués. Fait que ce match-là m'a comme fait un petit peu peur. J'ai fait comme j'espère que c'est pas comme ça. Toute la carte, heureusement, ça n'a pas été. Fait que ce match-là, pas le mieux filmé, mais en tant que match, je pense pour la foule qui était présente, ça permettait de rentrer dans le stade et faire cool, il y a quelque chose qui se passe déjà pendant que je rentre. Puis il y a des beaux spots ici et là. Puis ça permet à tout le monde d'avoir également sa chance. C'est le monsieur Dante Martin que j'aime bien qui a remporté la victoire. Donc, on continue avec un nouveau look. Hein? Ils ont fait ça pendant que je ne suis plus là. Ils ont décidé de s'habiller maintenant en aviateur. Ouais, c'est de prendre. Ça, c'est du Vince McMahon 101. Là, c'est de prendre quelque chose, de le mettre littéral, puis de faire top flight, des avions. Vous êtes des pilotes. C'était tellement innocent. Ah, c'est niaiseux. Mais bon, moi, ça donne un minimum de. Je sais pas, ils n'ont pas grand personnel, mais un petit peu plus de personnel. Ouais, ça donne un peu de couche à l'oignon, I guess, là. Exact. Ensuite, on va commencer les annonces. Une grosse annonce. Grand Slam va être en Australie le 15 février. On s'en va in the land down under. En Australie directement. Ce sera pas Arthur Ashe cette année. Ça faisait déjà 3-4 ans que c'était à Arthur Ashe Grand Slam. Maintenant, ça va être cette année, en fait, l'année prochaine, 2025. Ça va être en Australie. Fait que sûrement qu'on nous réserve quelques surprises. Un Buddy Matthews qui va être mis de l'avant, j'imagine, là, les lutteurs. Oui, puis est-ce que ça va être, parce que les derniers étaient plus des shows de télé. Ouais. C'était pas nécessairement un pay-per-view. Fait que c'est ça, là, c'est... Ça va être un pay-per-view? Ça va être devenu un pay-per-view, c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce que c'est pas Dynamite Grand Slam, c'était juste Grand Slam. Exact. J'ai l'impression qu'il y a un petit upgrade pour mais on s'en va, tu sais, depuis une couple de mois, là, on s'en va vers une formule pay-per-view mensuel ou pay-per-view aux 6 semaines au lieu d'être aux 3 mois. Fait que j'ai l'impression qu'on capitalise un peu là-dessus, qu'on va chercher les gimmicks qu'on a déjà, les concepts qu'on a déjà, puis on les upgrade finalement. Bravo à la promotion que Grand Slam a eue, une belle promotion au niveau de la compagnie, qui a changé, qui monte dans l'échelle, hein, qui est devenu d'un simple show télé à un pay-per-view. On le félicite. C'est ça, rendu dans le main event, ouais. ce show-là, et puis low card. Ensuite, on a eu le match entre Chris Statlander et Stokely Hathaway contre Willow Nightingale et Tomohiro Ishii. Donc, j'ai quand même... J'ai quand même aimé ça. Ouais, oui, tout. J'ai quand même aimé ça. Notamment, il y a une espèce de nouvelle catchphrase que je sais pas si elle a été répétée, mais lors de l'entrée de Stokely, qui était super belle d'ailleurs. Oui. On a Stokely qui prend le micro qui dit que c'est Statlander Night, hein, au lieu de Saturday Night, en tout cas. Tous les matchs, les Statlander Night. Je vais dire qu'il y a quand même une petite catchphrase sympathique lors de la présentation. Ouais. Et là, c'est un classique match de quelqu'un qui veut pas se battre avec d'autres personnes qui veulent pas se battre. Fait que Statlander tente de carrier, si on veut, ce match-là comme elle peut. Et on attendait juste, justement, comme tu avais fait la prédiction avec Ellie, le moment où Ishii donne une volée à Hathaway. Et comme un tout bon match, c'est arrivé un peu plus tard à l'intérieur du match, mais la portion Statlander Willow, quand même bien. Ouais. Il y a eu un dans le premier, je sais pas s'il était nerveux, le premier genre close line qui s'est donné, ils ont comme manqué le timing, là, les deux. Là, ils ont comme
un peu raté, mais pour le reste, on dirait que ça s'est saisi, puis le reste du match a bien été. C'est une belle place, c'est overwhelming en tabarnane. Là. Je veux dire, tu rentres là, il fait pas encore noir, fait que tu vois vraiment bien tout le monde, les 60 000 personnes qui t'entourent, même si le stade n'est pas encore plein à 100%. Fuck, il y a du monde pareil. Ça doit être quand même un peu overwhelming. Puis à un moment donné, il faut que tu reviennes dans ton corps puis que tu lis. Je me dis, il y a peut-être eu un petit décalage là, ça doit être stressant quand même, performer là, dans cet endroit-là. Là. Parce que la foule qui était pas encore complètement là, commençait à se réchauffer. J'ai senti que plus le match avançait, plus la foule était là. J'ai l'impression qu'on préférait voir... L'autre est très over, d'ailleurs. Oui, vraiment. Puis j'adore ça. Tomohiro Ishii aussi, super over. J'adore ça, le mur de briques, le bloc de béton qui est Tomohiro Ishii, super over. J'ai bien aimé Stokely qui essaie de donner des chops, des tackles, mais Ishii qui fait comme n'importe quel bon lutteur japonais. No sell, bien évidemment. No sell. Mais no sell jusqu'à temps que Statlander commence à aller défendre un peu Stokely. Et là, il a décidé de seller les coups de Statlander. Il était quand même un... En tout cas, j'ai quand même apprécié parce que je pense que ça va un peu plus fort, Statlander. Et Ishii aussi est un lutteur japonais, mais également dans sa gimmick, no sell beaucoup de choses. Mais les coups d'avant-bras faits dans le dos de l'arbitre, parce qu'ils n'ont pas le droit de se frapper, les hommes et les femmes. Mais là, elle a profité pendant que l'arbitre était tourné, mais il a quand même serré les coups de Statlander. Fait que je trouve que c'est quand même une belle petite séquence pour montrer la force, si on veut, de Statlander, qui, au final, carry un peu son équipe au complet, parce que à part recevoir des coups, Stokely. Quoique, son offensive a quand même été bien. Oui, il est pas fluide. C'est ça, il fait pas des reps à chaque jour. Fait que c'est normal que ce soit pas si fluide que ça. Mais c'est un beau spinebuster. Il a réussi à. Puis il vend bien. C'est un bon. Il joue bien, il vend bien. Dream match, Statlander contre Rhea. Un moment donné, il va falloir voir ça. J'ai l'impression que c'est deux filles avec la même carrure, la même force, la même puissance. Fait que ce match-là serait très intéressant à voir. Peut-être un jour, on ne sait pas. Peut-être un jour, on va voir. Et c'est la victoire des gentils qui l'emporte. Et là, c'est ça. Là, fait que là, au prochain, à All Out, ils vont choisir la stipulation. Je pense pas qu'ils l'ont dit à l'intérieur du pay-per-view. Non, c'est ça, ils l'ont pas dit. Comment on va le savoir à Dynamite? On l'a su à Dynamite, puis vous nous écoutez, puis ça a déjà passé. On va commencer à mousser un peu ce 1 contre 1 là entre les deux et qui sera peut-être le point final à cette rivalité-là qui dure quand même depuis un bon moment là, entre Willow et Statlander. Pour que les deux puissent passer à un autre programme par la suite. Mais ouais, c'est ça, c'était bien. Puis là, c'est ça, tu as compris qu'il y avait un truc, un petit arrêt qui, je n'ai pas compris ça. Ben ok, c'est peut-être juste pas comme mal compris aussi. Là. Je prends des notes, j'écoute, je regarde, fait que des fois je manque des affaires. Mais j'avais cru comprendre que Willow Ishii allait aller, oui, ça se dit bien, à la CMLL pour les titres tag mix. Fait que peut-être pas non plus, là, je suis pas. C'est possible, c'est possible. Ça se peut. Mais bon, c'est ça. C'est la promotion la cross-promotion, comme Tony Khan aime faire. Fait que ça serait possible que ça se fasse. Par la suite, il y a une autre annonce. Parce que, parlant de cross-promotion. Oui, exact. Forbidden Door, qui sera le 24 août. Et là, on perd All-In l'an prochain, Londres. Mais on gagne Forbidden Door. Je pense qu'on est quand même contents parce que Londres quand même aime bien la New Japan. Ouais. Mais on a dit Londres, on n'a pas dit Wembley. Fait que ça m'étonnerait que ce soit Wembley. C'est possible. D'après moi, c'est pas Wembley, effectivement. À voir, mais somme toute, je pense que la foule, c'est comme un bon cadeau de consolation. Oui, complètement. Événements, toujours un mais tu gagnes quand même. Tu gagnes Forbidden Door. Et justement, Forbidden Door avait été au Canada et je crois qu'il n'y avait pas eu des trop bons chiffres. On dirait la All Elite, de la misère à s'implanter comme il faut au Canada. Il faudrait, je sais pas, il faudrait quelque chose, il manque de magie ou il manque de quelque chose dans la promotion. Alors que toutes les autres compagnies réussissent bien. Là, 100%. C'est quand même un bon endroit, le Canada, pour vendre de la lutte. Mais la All Elite a de la misère à tirer son épingle du jeu. On va voir s'ils vont revenir avec un autre pay-per-view au Canada. Mais les dernières fois, ça n'a pas été si bon au niveau des ventes. À voir. Mais on reste à Londres. Et là, ça va très bien au niveau des ventes. Ensuite, on va avec un 10. On a eu un 5. Mais non, on a un 10, man. Tag team match. 5 contre 5. Encore une fois, là, c'était plus clair. C'était vraiment les gentils contre les méchants, un peu plus. Fait que on avait les Undisputed Kingdom, Cage of Agony contre Sammy Guevara qui avait fait son retour la dernière semaine, Shibata, les Von Erich et Dustin Rhodes. Sammy et Dustin qui sont devenus champions par équipe de la Ring of Honor. Entre-temps, Dustin qui a une autre ceinture également de la Ring of Honor. Deux ceintures. Type trio, type tag team, il fourrait de ce maudit-là. Exact. Fait que j'ai quand même aimé, moi, ce match-là. Oui, c'était bien. Je trouvais que c'était bien découpé, c'était bien. Les spots étaient clairs également. Ouais. Dustin a quand même été bon, malgré
notamment, là, il fait une espèce de fake qui va se pitcher Ouais. par-dessus la troisième corde à un moment donné. J'étais comme ça, impossible qu'il le fasse. Finalement, non, il le fait Ça- pas, effectivement. Il met trop rendu vieux. Ça m'a quand même fait rire que presque je sais pas, peut-être pas la moitié du match, mais un bon bout du match, il est juste à côté sur la corde, sur la première corde, du côté de la hard cam. Je suis quand même un gars que ça fait 35 ans qu'il fait ça devrait savoir où est la hard cam puis pas se placer à cet endroit-là. Mais regarde, c'est le pre-show puis ça n'a pas dérangé tant que ça. Et le même cosplay de la part de Sammy Guevara et Brian Cage. Fait que j'ai trouvé ça bizarre qu'on donne le feu vert aux deux mêmes costumes de cosplay qui étaient Wolverine. Et moi, j'aurais laissé à Sammy puis à Dustin qui était Wolverine et Deadpool, qui était le duo. Ouais. Regarde. Mais c'est ça. Le feu vert, ou d'après moi, c'est un petit peu plus que les gens. Ça se parle pas beaucoup. Sûrement. En coulisses. Fait que, hop là, ils ont les dons arrivés. Et que le même linge. Ah non! Et évidemment, c'est un peu bizarre parce que, surtout dans un match à 5 contre 5, les deux étaient dans les mêmes couleurs. Fait que, tu suis plus ou moins la lutte, t'es comme, ah ben, ces deux-là sont dans la même équipe. Oui, c'est ça. Ils ont les mêmes couleurs. Ouais. Mais non, malheureusement, c'était pas ça. Fait que peut-être un petit manque à ce niveau-là. Fait que, attention, faut être plus tête en coulisses. Bon, évidemment, les méchants qui attaquent tout le monde avant le début de la cloche. Tout le monde est quand même bien paru. Puis, il y a eu des beaux spots un peu tout le long, comme on l'a dit, puis ça s'est terminé avec une victoire des gentils. Eh oui. Fait que, c'est ça, on est un peu chaud. Fait qu'un classique, les gentils doivent gagner. Faut que les gens sortent contents de ça. Et là, on était comme, il restait un petit peu de temps. Fait que va-tu avoir un autre match? Va-tu avoir quelque chose? Là, on dirait qu'on a volé un peu le booking de la TNA lorsqu'il est venu à Montréal parce qu'on a décidé que Saraya arrivait. Et là, il charle un peu parce que l'an dernier, il était à gagner la ceinture. Même avant ça, j'ai pas haï ça parce que il y a les annonceurs, il y a RJ City, il y a Renee Young qui sont là, qui discutent, qui sont comme dans une table un peu dans la foule. Et il y a de la musique qui part, la musique de Saraya qui part. Puis là, ils sont comme qu'est-ce qui se passe? Oh, mon Dieu, c'était pas dans nos notes, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est comme si vraiment elle est venue hijacker le show complètement, puis même eux était pas au courant que ça allait arriver. Fait qu'elle est vraiment venue avec toute sa famille, là, son clan, là, il était 1000 personnes là, qui la suivaient. Elle a pris le micro en plein milieu du ring, puis elle a dit « Je suis pas contente chez nous. Je suis dans mon pays, puis j'ai pas de match. Qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là? » Et une des choses que j'ai adoré, mais c'est aussi une de mes déceptions, Jamie Hayter qui revient, qui fait son grand retour sur le pre-show. Sur le pre-show. Comme Eric Young avait fait lors du pre-show de la TNA à Montréal. Yep, c'est ça. Pour ça que le petit vol de booking. Ouais, mais effectivement, t'es comme, ça finit bien, mais en même temps. Et puis là, Jamie Hayter, gros changement de personnage également. Oui. Elle est rendue Becky Lynch. Exact, Becky Lynch un peu plus là, dans le style, alors qu'avant, elle ressemblait un petit peu plus à Toni Storm. Ouais, peut-être. Genre de version de Toni Storm avant. Fait que là, on la met clairement dans les couleurs. Dans le style de Becky. Il n'y a personne également qui a ce look-là. Ouais, non, à la All Elite présentement. Ça fonctionne. Ça va fonctionner. Et c'est ça, ouais, un pop, clair le ring, pas vraiment de match, mais. C'est sur le pre-show, c'est plate, mais ça ferme bien le pre-show pour bien commencer la carte principale. Ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que la personne qui regarde pas le pre-show voit pas ça, est pas au courant de ça. Pour tout le monde dans l'arena, puis pour les gens qui suivent le pre-show et le vrai show, c'est le fun, c'est fluide. Mais même avant que le pre-show finisse, il reste comme 3 minutes, eux s'en vont, eux quittent, ils sont pognés un peu, et ils quittent, puis là, c'est les entrées pour le premier match qui commence, c'est comme, là, ils sont encore dans le pre-show, pourquoi les entrées du premier match de la carte principale commencent là? Puis là, ben, tout s'éteint, tout repart sur le vrai broadcast, et il n'y a pas d'entrée. Fait que la personne qui regarde juste un pay-per-view, tu commences un pay-per-view, tu regardes ça, tu fais comme bien tout le monde aux cartes, all-in, Wembley. Puis là, ben, il y a déjà du monde dans le ring. Là, tu dis, c'est quel match? C'est qui ça? Pourquoi? Puis là, tu comprends comme pas. Fait que mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé que ça l'enlevait. Comment dire, l'ampleur de ce pay-per-view-là. Il n'y a pas d'intro. De commencer comme ça. Ouais. Genre, on dirait qu'on commence un Dynamite. C'est pas un Dynamite, là, c'est supposé être ton WrestleMania. Sauf les feux d'artifice. Les feux d'artifice, une tonne d'entrée, un recap pour qu'on mousser, genre un peu. Une belle grosse vidéo promo au début avec une grosse voix puis des ralentis. Voyons, ok, c'est la lutte. C'est ça. Mais tu sais, je comprends on dirait, encore une fois, Tony, il se concentre vraiment sur les gens qui sont présents dans le stade pour essayer de leur faire vivre une espèce de moment plus optimal. Il oublie le produit télé. Quand tu penses, c'est ça, quand tu regardes le produit télé, t'es comme, voyons, tu sais, c'est ton plus gros show de l'année, puis ça commence
un peu comme ça. En tout cas, un peu bizarre. En tout cas, j'ai l'impression que tu perds une opportunité de te mettre une belle grosse musique avec une voix de monsieur qui fait genre la dernière année, Ouais, c'est ça. qu'est-ce Voilà. qui s'est passé? Voilà. L'an dernier, ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il y a cette année? C'est ça. Puis là, un gros vidéo package qui montre tout ça. Un 35 secondes, là. Un 35 secondes Ben en oui. vidéo package, c'est beaucoup de temps, puis c'est pas si long pour un pay-per-view. 35 secondes. Ça aurait été quoi? Exact. Fait que là, bon, bref, là, on commence à la place, bang, direct dans l'action. Boum! Un match en échelle, ça c'est un classique. Hein. Tu veux commencer un pay-per-view, tu mets des tag teams, mais là c'est des trios dans ce cas-ci. Puis un match à échelle, ça commence bien tout le temps, un pay-per-view. Oh, yeah. Et je pense que ça a bien commencé le pay-per-view. Oui, un peu comme là, on je l'a suis dit tantôt, il y a quelques spots que la caméra n'était pas positionnée au bon endroit, fait qu'on dirait qu'on les manquait. Tu ne mets pas le bon endroit pour ce match-là en particulier. Mais heureusement, ça s'est pas reproduit, moi, dans le reste de la carte. Je suis d'accord. Mais oui, ça a bien été. Je te laisse faire un peu le découpage du match. Ouais, exactement. On a commencé, c'est ça. On commence dans le ring, tout le monde se pogne un peu. On monte quelques échelles. Dès le début du match, c'est Buddy Matthews qui est le premier à monter dans une échelle. Si ça a été Les petites échelles au début, hein? Ouais, Faut les petites commencer. C'est ça. C'est comme. Faut que tu commences ça, c'est des petites échelles avant d'amener les grosses. Exactement ça. On commence tranquillement. Il faut se réchauffer avant d'apporter les préliminaires des échelles en ce moment. Exactement. Ils sont petites au début. Ouais. Retenez ça à la maison, prenez des notes, petite échelle, après ça on monte dans l'échelle, comme dans la société, là, tu sais. C'est ça. C'est Buddy Matthews, il est le premier à monter sur une échelle, ça avait été une question dans le questionnaire, peut-être que vous l'auriez eu, on sait pas. Will Utah et Buddy Matthews et Pac font à tour de rôle des dives à l'extérieur du ring. Fait que c'est un match à échelle, puis déjà... C'est un enchaînement de dives. On se lance un après l'autre, let's go, on y va. Après... Celui de Pac, des trois, je trouve que c'est celui de Pac qui l'a mieux fait. Ah oui, il le fait mieux, c'était Pac des trois. C'est Pac qui est dur à battre dans ce genre de move-là. Là. Après, le dive de Brody King sur tout le monde, littéralement, là. Ouais. Tout le monde. C'est Christian qui arrive qui était pas dans l'entrée, mais ça, on le savait pas. Parce qu'on les a pas vus, les calices d'entrée, si on n'écoute pas le pre-show. Christian qui arrive. C'est comme sauvé en début de match, comme un bon heel. J'ai pas remarqué. Il est comme parti à courir, on l'a vu comme 2 secondes. Il s'est juste sauvé. Fait que là, il revient pendant que tout le monde est à terre. Ça va quand même faire rire. Oui, c'est excellent. Très, très bon travail. Mais il est arrêté. Il est lancé à l'extérieur, puis un beatdown avec tout le monde. On a été le chercher, puis on l'a relancé où tout le monde avait été mis à terre juste avant par Brody King. Pendant ce temps-là, il crisse une volée au Patriarche. Le Patriarche qui va être magané plus tard dans le pay-per-view. On va y revenir, bien évidemment. Pendant ce temps-là, c'est Mother Wayne qui essaie de monter sur une échelle et qui est arrêté par un des Guns, un des frères Guns qui est là. Et Killswitch vient détruire tout le monde finalement à tour de rôle dans le ring. Il vient sauver Maman Wayne, pète les guns. Il y a du monde qui essaye de venir intervenir. Mais Killswitch, il est gros, il est fort, mais il est pas aussi gros que Claudio Castagnoli. J'ai vraiment aimé ça, un beau face-à-face entre Killswitch et Claudio, deux gros bonhommes. Je veux voir ce match-là, vraiment. Nick Wayne, je passe des beaux spots là, c'est dans l'enchaînement. Là, Nick Wayne qui a fait un très très beau cutter à King sur une table. Il y a des tables qui ont été installées un peu partout. Killswitch qui essaie de monter, mais c'est Christian qui le rejoint puis qui l'arrête un peu dans son élan. Peut-être on pensait que Killswitch va aller pogner les. Puis là, c'est Christian qui arrive et comme non, c'est moi qui pogne les ceintures. C'est moi le leader et moi qui pogne les ceintures. C'est moi le boss, toi, va-t'en, t'es pas bon. Puis on attend toujours cette crise de turn-là. House of Black, finalement, qui vient les pousser avec l'échelle et tombe en dehors. Gros swing de la part de Claudio sur Juice Robinson. Juice qui est excellent pour vendre ce genre de spot-là. Suivi d'un... Utah qui est quand même un peu il tantinait de briser le kayfabe pour sauver la vie à Juice parce qu'il y avait une petite échelle qui traînait dans ce coin-là. Fait que là, même si Utah, normalement, il aurait dû la laisser pour blesser plus Juice, il a quand même tassé pour s'assurer que ça soit fait de manière sécuritaire. Fait que peut-être à ce moment-là, je pense que c'est un call manqué des guns. Parce ça se peut. Que les guns, ils dévoyaient à l'extérieur puis ils ont fait c'est là notre cue, malheureusement. Mais au moins, ça a été... c'est des professionnels, ça finit par... On passe à autre chose. Broken Arrow de la part de Pac, suivi d'un dive de la part de Pac et de Utah pour donner l'occasion à Claudio. Ils ont fait comme, hey, Claudio, c'est toi le plus grand, même si c'est une petite échelle, t'es capable de te rendre. Utah et Pac qui ont juste divé sur tout le monde. Fait que Claudio qui a essayé d'aller chercher et monter, mais il est arrêté par Brody King et les Guns.
En fait, ça c'est. Mais les gars leur pognent un peu le contrôle à ce moment-là. Puis là, ils ont fait un peu à la Dudley Boys. Ils sont frappés sur le chest, puis ils ont fait Ah oui, c'est on ça. veut-tu des tapes? On veut-tu des tapes? Bring Hypé. the table! Puis là, Hypé tout le monde tout le crie monde. table, table. Puis là, ils sortent les tables. C'est comme un bizarre, parce que c'est comme une genre de dynamique gentille. Vraiment l'impression que les Guns, tranquillement, deviennent des gentils. Là. Ouais. Et à ton grand plaisir, parce Ben que oui, toi, tu absolument. les aimes bien. Fait que Absolument. c'est ça. Ils reprennent un petit peu le truc des Dudley. Je sais pas s'ils leur ont demandé s'ils avaient le droit de le faire. Je sais pas. Probablement, papa, il les connaît bien. Sûrement. Ouais, j'imagine qu'ils ont eu des appel pour faire des le connexions même. quand même, là. C'est ça. Fait qu'on sort des tables de cette manière-là. On fait juste les installer, cependant, mais cependant, plus tard dans le match, on remonte. Et là, ça, j'ai bien aimé ça. Il y a King et Claudio qui montent. Et là, les Guns sautent dans leur dos pour essayer de leur faire un genre de sleeper. C'était super Et beau, là, ça. se rend jusqu'en haut. Et là, les deux, ils se frappent. Pour finalement, les Guns font on fait Guns up. Puis on se pitch par en arrière, les deux, en revolent Dans les tables en qui stéréo. étaient là en stéréo. C'est super beau. C'était super bien fait. Les Guns, je les ai aimés dans ce match-là. Je les ai trouvés très précis Good. dans ce qu'ils faisaient. Fait que c'est pour pouvoir leur dire, Pierre. Je vais leur passer le message, c'est texto. certain, là, quand on s'appelle dans nos appels conférences, là, moi et les Guns. On est comme ça. Nick a fait un des plus beaux dives que j'ai vu du pay-per-view. Il a juste comme divé à l'extérieur et il a comme tombé en sunset sur Aleister Black. Comme la dive est comme. C'est dur à expliquer. Là. Un genre de destroyer. Ouais, c'est ça. Un sunset flip, mais destroyer. Qui a fait un destroyer dans la table. C'est très bien fait, quand même dangereux, mais les deux l'ont bien fait. Puis, super bien fait. Belle précision, disons, de Nick Wayne. Qui, Tarouette, il est jeune, mais très bon. Très bon. Il fait un peu penser à Sammy au début. Oui, Sammy vraiment. Guevara, on dirait un petit peu le même aura là, de gars qui est très excellent dans le ring, très précis. Un peu jeune, mais cocky également. Bref, bel avenir, j'ai l'impression. Il travaille avec les bonnes personnes aussi pour se développer. Là, Christian, je pense que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut lui donner beaucoup de bons cues là, pour bien faire. Il ressort tout le temps des matchs qu'il fait. Il y a tout le temps genre les 2-3 beaux spots du match. Ça en était un super beau encore une fois. Fait que, bel job à Nick Wayne. C'est une longue échelle qui est sortie, que Juice monte. Là, à la fin du match, parce qu'elle était longue, elle touchait les ceintures tellement elle était longue. Imagine, c'est rare que les échelles sont aussi hautes que les ceintures. Et Juice monte dans cette longue échelle et Christian le pousse. Et j'ai adoré ça, Juice qui tombe à cheval directement sur la troisième corde et qui se fait mal au pelvis. C'est pas un coup. En même temps, tu peux pas vraiment renvoyer la corde en dehors parce qu'elle a donné un coup de pelvis. Là. Je pense que dans un match d'échelle, c'est légal au niveau de la troisième corde. Bien atterri, Tabarouette. C'était de haut et tout. Là, vraiment bien fait. Là, bien scellé. Ouais, vraiment. Christian qui va utiliser un spray dans la face de Utah qui lui aussi qui montait dans l'échelle. Les deux se sont comme rencontrés en haut de l'échelle. Qui s'est enchaîné avec des coups de chaise aussi pour être certain que Utah meurt et reste là. Il y a eu un match d'épée aussi entre Juice et Christian, un match d'épée de chaise, qui ont essayé de se frapper. Paclao. Ça fait mal aux mains. Aïe. Mais Juice, il est pas cave. Il s'est viré de bord, puis Maman Wayne était là avec le spray, puis il avait fait comme, hey, j'ai une chaise dans les mains, même si ça fait mal aux mains, je l'ai quand même là. Et il s'est protégé du spray que Maman Wayne avait pour l'asperger dans la face à Juice. Et Juice qui veut essayer par après de passer Kill Switch dans une table qui est là. En fait, il veut passer Maman Wayne. Il veut passer Maman Wayne. Et c'est Kill Switch qui vient. Exact. Qui vient les arrêter. Sauver le tout, mais finalement, Kill Switch réussit et c'est eux, les deux, qui vont passer. Exactement. Cette table-là a un peu manqué, la table pas passée. Elle était faite plus solide, celle-là. Je pense qu'on l'a pogné un peu sur le côté aussi. Fait que, ça a dû faire mal un peu à Juice. Luthozor qui est over, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Quand il va tourner pour de vrai, là, ça va être l'euphorie. Il va-tu tourner? Moi, là, j'ai l'impression c'est que. À ce point-là, il tournera plus. Un peu à la Big Show, là, parce que. Tabarouette, Big Show qui tournait tout le temps. Là, vraiment, j'ai Luthozor qui tease un turn depuis 3-4 ans. on va voir quand ça va payer, mais c'est long. En fait, dans cette optique-là, il y a Luthozor qui installe qui aide Christian à monter, qui était Christian qui essaie de monter, puis Luthozor qui essaie de l'aider à monter un peu comme sur ses épaules, là, essayer, vas-y. Il est gentil, c'est son ami, c'est son père. Oui, exactement. Et Christian qui réussit quand même à monter, se rendre assez haut. Puis finalement, il y a quelqu'un qui le pousse, je me souviens plus c'est qui exactement, mais qui monte et qui va pousser
Christian sur Luthazar, si je ne m'abuse, et Christian Ouais. qui est pas Je content. pense que c'est Pac directement. C'est Pac littéralement. Oui, parce que c'est à ce moment-là où Pac va monter et aller chercher une ceinture. Il décroche juste une ceinture, hein. Il décroche pas les trois. C'est pas un team player. Il a gagné. Pac a réussi à gagner pour le Blackpool Combat Club. Membre qui n'est pas tant membre du Blackpool. Il était là à la fin. Qui ont été rajoutés un peu dernière minute à ce match-là. Ouais. J'ai l'impression qu'on voulait donner un moment à Pac, hein, à Wembley. Ouais, qu'il n'y avait pas eu l'année passée. Là. Il vient de cet endroit-là également. Fait que, le fait que ce soit seulement lui qui décroche la ceinture, qui est un peu seul dans le ring pour féliciter, puis que là, les deux du BCC viennent par la suite décrocher leur propre ceinture. On sort rapidement le BCC, on laisse Pac dans le ring. Les gens de la House of Black viennent féliciter Pac. Est-ce que ça sème quelque chose? Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'il y a quand même eu des rivalités entre c'est ça, là. ce beau monde-là, dans le Death Triangle, qu'on ne sait plus il est rendu où, Death Triangle, mais quelque il part, n'est plus là. NXT puis l'All Elite, là, on sait pas trop. C'est ça, on sait pas trop. En tout cas, les avocats, dans les bureaux d'avocats un peu. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. La House of Black, qui va aller donner la main aussi à Pac après le match, mais... C'est ça, tu sais. Ça comme il est juste parti, puis il était tout seul. Ben, il était tout seul là. Pas fâché non plus. T'étais comme. C'était bizarre comme chimie, comme commentaire. Moi, je l'ai interprété comme si c'était juste on veut laisser la place à Pac d'avoir son moment. Legit. Puis les deux autres se sont tassés pour ça. Ça ouvre bien, ça ouvre très bien. Parce que il y a All Out dans 2 semaines, fait que peut-être quelque chose qui va être construit. Peut-être que vous l'avez déjà vu, vous, à Dynamite, qu'est-ce qui allait se passer pour la suite. Mais ouais, moi j'ai quand même bien aimé ce match-là. Ça ouvre bien la carte. Il y a eu des bons spots. Puis excellent. Quand même un bon match. Pas loin de 20 minutes, 18 minutes 50. Fait que bravo à tout le monde. Ouais. Et ça ouvrait bien tout ça. Puis ça permettait c'est ça, d'un peu construire, surprenamment construire également la suite du pay-per-view. Hein. On sait que Tony Khan il aime ça avoir un squelette dans son premier match, qui est quelque chose qui revient un petit peu plus tard. Ouais. Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Vous allez voir un peu plus tard. Mais on enchaîne avec... J'étais surpris que ce soit le deuxième match parce que c'était, selon moi, le match le mieux construit de toute cette carte. Oh mon Dieu! Un des matchs, en tout cas, le mieux construit de cette carte-là. Tellement bon. Tony Storm contre Mario May. Et là, on la place en deuxième position. OK, j'ai l'impression cependant qu'il y a peut-être... J'aurais peut-être mis un autre match. Peut-être un Darby Allin contre Jack Perry à ce moment-là. C'est très gimmick sur gimmick, par exemple, mais... Ouais, je suis d'accord. Ben, en tout cas, avoir quelque chose d'un peu différent, parce que là, c'était comme, on dirait le match que je voulais le plus voir du côté féminin. Oui. Puis là, on me le met tout de suite en partant. Ah, mais j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, par exemple. C'est un très bon match, par exemple. Mais oui, ça, c'est certain. Des belles entrées, hein, aussi, du côté de Timeless Tony Storm, qui pense qu'on est en 1924, hein, clairement. C'est drôle, ça. Le retour de Luther, qui avait probablement été une question également, mais Luther qui fait son retour depuis la trahison de Mario May, on ne l'avait pas revu, mais là, il est là. Il vient aider sa... C'est quoi? Sa diva, sa princesse. Ouais. Et un bon petit match. On commence déjà du storytelling, le petit face-à-face. On va dessus. Tu sais, l'espèce de façon qu'on a eu souvent entre Mario May et Tony Storm, mais là, un peu de haine et de rancœur dans les yeux. Et tout de suite, on enchaîne en se donnant des coups comme si c'était une bonne vieille bataille de hockey. Ouais. Tony Storm très over. Hein? On dirait que j'ai été surpris que Mario May ne soit pas plus, hein, parce qu'il vient également de long. On la connaît, ça fait moins longtemps. On la connaît depuis moins longtemps. Peut-être le sentiment d'appartenance est moins là. C'est la méchante. Puis le chant Tony Storm, nanana, ça chante tellement bien, c'est tellement le fun à faire que je pense que c'est juste naturel que le monde chante pour Tony Storm en partant. J'ai l'impression. Oh oui. Mais Mario May prend l'avantage rapidement. Mais à un moment donné, elle fait du terreur, commence à commencer des chops dans les tits out, les tits les plus out qu'il a jamais eu. C'était ça qu'elle disait dans sa promo. Ouais. Et bien, ça réveille Tony Storm. Fait que là, elle commence à reprendre le contrôle. Gros powerbomb au sol de May à Tony. C'est de courte durée. Mais contrôle vraiment le match en ce début de match-là. Mais moi, j'ai l'impression que l'histoire qui était racontée, c'est comme si Tony voulait pas trop faire mal. C'est comme ça se retenait de faire trop mal à Mario May en début de match parce qu'elle a encore cet amour-là envers elle. Elle a encore quelque chose, un attachement envers Mario May. Je pense que c'est l'histoire qu'on voulait raconter, effectivement. Cependant, dans le build-up, je sais pas à quel point j'aurais fait ça dans le booking, moi, de mon côté. Parce qu'on dirait que le build-up a tellement fait qu'on était rendu à un autre niveau
que là, on a comme voulu re-raconter la dernière année de Ouais. l'histoire Mhm. dans le match. Mais arrivé au match, Tony est supposé vraiment la détester. Là. On a eu comme un gros build-up d'un mois où ça s'aimait pas. Là. Ça voulait se Complètement, tuer à ouais, chaque c'est ça. semaine. Puis, Tony Storm qui fait que, était complètement craqué, complètement comme déconnecté, là, qui voulait juste tuer des gens rendus là. exact, c'est ça. Puis j'aurais peut-être dans le booking utilisé peut-être Luther pour comme tenter d'arrêter la colère de Tony plutôt que Tony elle-même qui hésite. Ouais. Je sais pas. On dirait que je trouvais c'était bon pour que si, mettons, on le réécoute dans 5-6 ans, ce match-là. Ouais. On va voir l'histoire dans le match. Mais à ce Mais quand tu moment-là. l'écoutais live, j'étais Mhm. comme, il me semble que l'intensité était plus haute. Bref, mon avis personnel en niveau de Quand booking. même d'accord. Cependant, Tony, effectivement, finit jamais ses offensives. Fait que ça permet tout le temps à May de reprendre l'avantage, de reprendre le dessus. Mhm. Par la suite, May vient s'attaquer à la maman de Tony, qui est ringside. Non, c'est sa propre mère. C'est sa propre mère. Pourquoi elle s'est propre mis mère. attaquer? C'est bizarre, ça. C'est sa première, de ce que j'ai cru comprendre, c'était la deuxième fois seulement que sa première la voyait live. C'est pour aller chercher de la heat, bien évidemment, Ok. mais c'est aussi, je pense, pour se venger, de faire comme t'es jamais venu me voir lutter, tu vas jamais encourager, pack loud, t'es mon esti. Ah, ok. Ouais. Ah, tu vois. Ben, tu vois, moi, quand je l'écoutais, je pensais que c'est la mère de Tony, parce que Tony, par la suite, vient un peu. Ouais, mais je sais pas, c'était des la voir, amis, la fait que consoler. littéralement, elle connaît la mère de, fait que je pense avec Bon, ce ben, côté-là. Ben, merci de bien mieux savoir les arbres généalogiques que moi. Plaisir. Tony reprend le dessus, justement, connecte un Storm Zero. Et là, on a la portion, mettons, avantage de Tony Yep. du match. Là, fait que là, prend vraiment l'avantage là-dessus. Quand même tôt, Storm Zero. Hein, il était sur les escaliers, très Ça bien rentrait. fait. Elle rentre au poste. Par la suite, Storm prend le dessus, essaie de rester, si on veut, concentré dans ce match-là. Mais elle est trop vicieuse. Hein, fait que là, drop kick, coup de cul à Tony Storm. Mais elle prend son temps pour le troisième. Elle fait un, elle fait deux. Puis le troisième, elle nargue un peu, veut faire la pause. Elle n'était pas dans le bon côté du ring. Fait que, il n'a pas pu avoir le zoom-in comme on voit normalement au niveau de la réalisation. Mais je pense que c'est ce qu'elle voulait faire. Ça va, mais finalement, non, Storm, elle a pris trop de temps. Storm l'attend avec une corde à linge, pas Cloud, d'en face. Elle suit, elle, de son côté, un coup de cul, un Storm Zero, mais kick out de May. Bon, c'est pas la première fois que le Storm Zero se fait kicker out, fait que ça a un petit peu moins d'impact, même si on aurait aimé que ce soit la première fois qu'il soit kick out, selon moi. Pour moi, j'aime pas ça quand il y a des kick out de finisher, sauf dans des gros événements comme aujourd'hui. Storm Zero, ensuite fait une espèce de fuck you à Tony et va donner un bec. Ouais. Un bec à Nigel. Mais là, pendant qu'elle fait fuck you, t'as juste Nigel qui est comme, au lieu de dire qu'elle fait fuck you, qui fait elle dit que she's the number one. Son numéro 1, son numéro 1. Classique. Très niaiseux de Nigel. Pendant un bref moment, on a l'arbitre au break qui est tassé sur le bord des cordes. Et là, on en profite pour se donner des coups de pelvis. À tout le monde. Et là, on est des madames, fait qu'on décide qu'on scelle pas tant que ça, le coup de pelvis. Fait, coup de pelvis d'un bord à Tony. Tony réplique avec un autre coup de pelvis. Les deux se font ensuite un coup de tête et pouf, le coup de tête fait plus d'impact qu'un coup de pelvis. Fait que là, on est à une espèce de moment là, où la foule en profite pour dire qu'elle aime ça, elle est contente. On se relève tranquillement pas vite, mais connecte son Mayday, mais Tony kick out Fait qu'on à est ça. kick out pour kick out à ce moment-là. Fait que là, c'est 1-1. qui va connecter son prochain finish va être la gagnante. Exactement. Mais tente d'aller prendre la ceinture, mais Luther qui est comme semi-mort, j'ai comme. Il s'est comme fait un peu attaquer, mais il a scellé longtemps la petite attaque qu'il a reçue. En tout cas, semi-mort, réussi à prendre la ceinture pour pas que May la prenne. Lui fait, lui également, un she's the number one. Et par la suite, il décide de tourner son focus vers l'autre coin où il y a le soulier ensanglanté qu'on a utilisé dans l'histoire. Fait que là, tente d'aller attaquer Tony, mais là, Tony reprend ses esprits, il prend elle-même le soulier. Elle va-tu l'attaquer? Elle va pas l'attaquer. Elle aurait peut-être dû l'attaquer parce que oui, elle aurait perdu par disqualification. Elle aurait gardé sa ceinture et ça l'aurait permis de se venger. Je pense que ça aurait été une fin relativement acceptable, surtout pour une suite au All-Out. Mais cependant, Tony hésite, décide de ne pas le faire, enlève le soulier mais en profite cependant. Fait qu'elle l'attaque, elle enchaîne les coups et elle fait elle-même le Storm Zero. Tellement beau. Comme Tony Storm dit, Mario May, elle l'aime beaucoup parce qu'elle lui ressemble, elle y ressemble tellement que même le Storm Zero, il est efficace. Voilà. Mario May, 1, 2, 3, remporte la ceinture sur le Storm Zero. Quelle belle histoire, quel beau booking, oui, je suis d'accord.
l'intensité du match au début, ça a été bizarre, mais c'est ça. Ça a été une représentation un peu de l'histoire qui a été racontée tout le long. Fait que moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est peut-être mon deuxième match préféré de cette carte-là. Pour mais c'était très bien livré, puis ouais. on en parle beaucoup là, de Mariamé, mais tabarouette qu'elle est solide pour un peu le timing à la Jericho, là, savoir à quel moment je regarde la foule pour aller chercher du hit, pour 100%. regarder le monde. Tabarouette qui est efficace en méchante, le Mariamé. Bien hâte de voir ça va être quoi son règne de méchante. D'après moi, on aura probablement droit à une petite revanche à All Out entre les deux. Je pense que oui. Suite à ce match-là. Est-ce qu'on ira dans un classique 2 de 3 à voir? Mais assurément, d'après moi, le rematch, ça ne fera pas attendre très longtemps. Absolument. Et j'espère d'avoir d'autres aussi bons matchs parce que tu as vraiment les deux meilleurs workers au niveau du storytelling dans ce match-là. Et on va y revenir à l'autre match féminin de la carte qui a quand même été correct. Il était peut-être difficile où il était placé. Là. Mais, boys. Ouais, non, ça je n'ai pas beaucoup à dire, mais ce que j'ai à dire, je vais le dire en hostie. Là. Parfait. On va y revenir plus tard, mais clairement, c'était le meilleur des deux matchs féminins de cette carte-là. 100%. Et on voyait vraiment à quel point les deux lutteuses ont trouvé tout et la chimie est incroyable entre les deux. Ils viennent de la même école également. Ouais. Tu sens tout ça dans ce match-là. C'était très bon. Prochain match, on avait Chris Jericho avec évidemment tout son clan contre Hook pour la ceinture FTW. C'est la dernière chance à Hook. S'il perd, c'est terminé. Il n'y aura plus jamais la ceinture de son papa. Et l'entrée, tout d'abord, l'entrée de Fuzzy. Le groupe. Avec Chris. Et même si, tu sais, pas mon groupe préféré, bravo à Chris, tabarouette. Chanter dans un gros stade comme ça, suivre le beat de la musique que tu entends comme plus ou moins bien quand tu es dans un gros stade comme ça, à cause de l'écho, tout ça. Il était bon, man. La tourne, il l'a bien livré, il était on point, il en profitait même pour faire des hello pendant sa tourne. C'est un vrai entertainer, là. C'est un pro. Très bon, très bon. On peut dire ce qu'on veut, là. C'est peut-être pas le meilleur groupe, là, mais le delivery de tout ça, c'est ça. À la R-Truth, mettons. Le R-Truth également est très impressionnant de faire un rap sans avoir une musique, sans avoir des écouteurs là, dans ses oreilles qui dit. C'est pour ça d'ailleurs, hein, quand Max Caster arrive avec des écouteurs, parce qu'il entend son beat. C'est important dans le rap d'entendre bien le beat pour mettre la note à la bonne place. Mais quand t'arrives pas d'écouteurs, c'est un peu plus tough suivre le beat que t'entends qui sort des speakers. Fait que bravo à Jericho là-dessus. Ça a été quand même une bonne entrée, bien exécutée. Dommage. Est-ce qu'un jour, la chanson sera autant over que celle de Judas? Je pense. Hein? Je pense pas. Ce qu'on est en train de faire, c'est que quand ça va revenir avec Judas, ça va être incroyable, le pop que ça va faire. Fait que je pense que c'est ça. Mais en même temps, Jericho, il n'a jamais été reconnu pour revenir. Ouais, il revient pas en arrière beaucoup. Ben, il l'a fait un peu avec le Painkiller. Il l'a fait un peu. Dans la gimmick où il reprenait toutes ses gimmicks, oui, mais c'était ça la gimmick des gimmicks. Là, fait que, je sais pas. À voir. Jericho, c'est souvent un qui aime bien se réinventer plutôt que de regarder en arrière. Sauf que Garman, il est rendu vraiment en fin de parcours. Ouais, c'est ça. Le match comme tel, je pensais ne pas aimer ça, finalement. J'ai quand même été surpris. C'était très bien. On commence ça classique. Hook contre Vents et Marées, mais contre Big Bill, Brian Keith et Jericho. Fait que c'était 1 contre 3. Mais Hook finit par se débarrasser un peu de Big Bill, Brian Keith. Le bois mort un moment donné. Le Learning Tree, il y a du bois mort là-dedans. On s'en débarrasse. Jericho qui sort un sac de balles Là, je me pose la question. Est-ce que c'est croquet ou criquet? Je dirais croquet. Ouais, mais c'est pas c'est l'impression que ça me donne. Bref, des astiques de grosses balles qui ont de l'air à faire mal. Des balles de poule, asti. Puis avec. J'avais ça, c'est pas super dur, celle-là. Je sais pas. J'ai aucune idée. Mais ça, il avait l'air d'être dur. Puis là, quand ils se sont mis à s'en garocher, ils se mettaient à garocher, j'avais peur pour les gens inside. Moi et tout, surtout qu'il frappait avec le bâton de croquet. Là, t'entendais les pickings dans les barricades. Fait que, voyons, il va tuer quelqu'un. Ben, c'est ça, tu sais, mettons, t'es pas attentif et tu chantes à ton ami pendant ce temps-là. Puis, tu reçois une balle dans la tête. En tout cas, c'est pas arrivé, mais. C'est un beau spot, c'est le fun. Il y a eu un backdrop aussi dans les balles. Je mets les gros guillemets parce qu'il n'y a pas tant de balles où il y a eu le backdrop, mais ça reste. Non, c'est ça, il n'est pas tombé sur une balle parce que tabarouette, ça aurait fait. Sauf que pour la gimmick, c'était super intéressant. Puis il continue à sortir quelque chose qui représente un peu. Ouais, j'aime ça. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que c'est ça, Hook qui reprend un peu le dessus avec ça. Le backdrop, lance des balles, Keith qui vient égaliser et frappe Hook avec un couvert de poubelle, Jericho, qui par la suite. Ça rentre un couvert de poubelle, ça là. Je sais pas si ce couvert-là t'es fait en escalier de métal, mais
Il y a eu un gros sel. C'est un gros sel. Je pense que c'est fait avec la même chose que des pannes d'aluminium de biscuits, là. Fait que c'est de l'aluminium, finalement. Ouais, fuck you, d'ailleurs. Sinon... Jericho qui vient appliquer le Wall of Jericho. Évidemment, Hook finit par s'en sortir et lui-même vient réussir à appliquer le Wall of Hook de son côté. Fait que j'ai vraiment bien aimé, là. Ça montre un passage de flambeau. Ouais, mais c'est ça. Peut-être, je sais pas. Mais j'ai vraiment pas hésité. Ça montre que Hook a une bonne technique, qui est capable de bien réfléchir, une bonne tête de lutte dans les matchs. Et c'est Big Bill qui vient sauver Jericho pour le sortir du Wall of Hook, que j'appelle affectueusement. Donc, Big Bill et Brian montent une table et installent une planche de barbelé sur la table. Big Bill qui essaye de passer Hook au travers, qui essaie de passer directement dedans, mais il réussit pas, bien évidemment. Quand c'est toi-même qui monte ta table, ils écoutent pas les tapes, hein, ils sont pas au courant que si tu montes une table, tâche-toi parce que tu vas passer dedans. Coup de poubelle de Jericho sur la tête de Hook. Juice de Sefek, mais il l'a manqué. Faut croire qu'il n'a pas fait assez fort avec la poubelle pour vraiment là, essayer de le knocker un peu. Hook qui fait comme, hey, parce qu'il faut le dire, le Hook qui s'est fait brûler un œil il y a quelques semaines, avait une patch pour couvrir son œil. Hook qui la semaine avant était comme, il me reste un œil, je suis capable de me battre. Mais en fait, comme finalement, c'est peut-être pas assez juste un œil, qui a enlevé sa patch pour être capable de voir. Il peut voir! Jésus lui a mis de la boîte d'en face! Et il peut voir, finalement. Mais c'était quelque chose... En tout cas, le booking de ça, parce qu'il l'enlève, c'est comme si c'était un reveal. Genre, non, ouais. Je peux voir! J'aime... J'étais comme, pourquoi tu l'as mis de bord? C'est toi qui te l'as installé. Ouais, c'est ça. C'est un genre de swerve de faire comme, tu penses que je vois pas, finalement, je suis capable d'avoir. Non, mais tu sais, c'est quoi l'avantage de surprise dans le combat? Tu sais, mettons, qu'il n'y a pas eu de pop nécessairement. Mais c'est ça, tu sais, à l'époque, t'avais genre un Shawn Michaels qui vendait une blessure au pied, puis que là, finalement, quand il enlève sa béquille, là, t'as un gros pop. Oui, c'est ça. de faire Switch Music. Mais là, un œil patché ou pas d'œil patché, c'est juste plus difficile de faire ton match en début de match, mais bon. C'est l'effet qu'on a pu faire. Fait que moi, ça m'a quand même fait rire d'espèce de yes, sir, il peut voir. Par la suite, Big Bill, il attrape Hook, justement, dans les cordes. Puis là, Jericho, il veut le frapper avec un bâton de billard, mais là, Hook, il se tasse, puis il frappe son grand table, son séquoia. Puis le séquoia pas clair, où il tombe direct dans la table remplie de barbelés. Achoy. Fait que, comme tu as dit, il avait pas regardé les tapes. Non. Par la suite, bien évidemment, il a repris dans tout ça, il reprend l'avantage, commence à essayer d'appliquer le Red Rum, mais là, Brian, il essaie de venir intervenir avec la ceinture, puis là, Taz, au commentaire, tu l'entends, il dit là, c'est supposé être impartial, mais là, ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe. Il enlève ses écouteurs, il s'en va, puis lui aussi, il fait le Red Rum. Brian Cage est là pendant que papa et fils font le même mouvement. Il y a un tap-out. Bravo. Hook redevient champion FTW pour une nouvelle fois. Le record incontesté de cette ceinture. Le grand champion de l'histoire de la FTW. Pour ce que ça veut dire, pour ce que ça représente. Là. Moi, honnêtement, j'ai aimé. Des fois, c'est overbook, ce genre de match-là. Celle-là, il n'était pas. Je trouve que c'était dans les... Encore une fois, il était bien découpé. Moi, j'aimais ça. C'était clair, les segments. Et la caméra a bien suivi également l'entièreté de l'action. Pas trop long non plus, juste assez. Un 12 minutes à peu près, je pense. C'est pas un 20 minutes où il y a trop de choses qui se passent. J'ai vraiment aimé, puis c'était un bon résultat. Jericho peut continuer l'évolution de son personnage avec ça. Hook peut continuer aussi de son côté. Il peut se tasser complètement vers un autre feud. Fait que, puis il a été chercher ce qu'il avait besoin d'aller chercher avec Jericho. J'ai bien aimé pour ce que ça représente, pour ce que c'est. Un beau petit moment également, père-fils après. Oui, ben c'est ça. Taz, les deux s'embrassent, s'enlacent et sont contents. Et on enchaîne ça avec le match de ceinture par équipe entre à trois chemins, à trois voies, les Young Bucks contre FTR, contre The Acclaim. The Acclaim qui est en route, sont over en Angleterre. Oui. Très over, les deux. Lors de l'entrée, d'abord, il y a les Young Bucks qui est arrivé avec un peu inspiré. Inspiré des Beatles, de Sgt. Pepper. L'album Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, qui est souvent noté comme dans les meilleurs albums jamais faits dans le monde. Et je suis quand même un peu... Moi, j'aime mieux Revolver, mais ça, c'est mes goûts personnels. Même Rubber Soul a quand même quelques bonnes chansons. Je ne rentrerai pas dans les détails des Beatles parce qu'on va en parler longtemps, mais j'ai bien aimé le clin d'œil qui rentre en heel. Fait que ils sont pas anglais. Fait que il y a de quoi de méchant là-dedans. Fait que c'est le fun. J'adore ça, ce qu'ils font. Classique. Et le petit rap de Max Caster était pas... si bol. C'était pas le meilleur, disons.
Ben, c'est pas le meilleur, mais c'est parce que c'était dur à entendre. Le son de son micro n'était pas dans la console. Le son était dans la console du stade, pas dans la console pour nous autres à la télé. Exact. Mais de ce qu'on a pu entendre, c'était pas les meilleurs. C'est correct. Des drôles de pénis. Max Caster. C'est ça. Le low-hanging fruit, il a été pris. Ouais. Fait que le match commence un peu un classique, début de match. Ça aurait pu être le match, il y a même qui commence la carte, mais je pense que le début était la bonne décision quand même. La bonne offensive, un peu tout le monde. On connaît la chimie entre les Young Bucks et FTR. Ouais. Elle se revoit encore une fois dans ce match. C'est super bien fait. Puis The Acclaim, je trouve, venait bien quand même s'insérer à travers tout ça. Fait que bien aimé quand même la chimie, surtout Bowen. Je pense qu'il réussit un peu mieux. Je pense que c'est lui qui c'était le MVP, je pense, de ce match-là. Il a très bien paru dans les moments où il fallait qu'il donne de l'offensive. J'ai vraiment aimé ça. Ouais, ben, je te dirais, le truc qu'on dirait qui m'a le plus marqué de ce moment-là au niveau d'MVP, c'est, je pense que c'était Matt. Et Matt, il scelle tellement bien les DDT. Tabarouette. Il y en a deux qui ont scellé là, de manière. Il scelle comme pas un, les DDT. Ça fait vraiment. Ah oui, il scelle à la Shawn Michaels. Il reste. Il plante. Il pile vraiment. Il se plante et c'est super bien fait. En début de match, lorsque les Young Bucks ont l'avantage, on entend. Peut-être que Nicolas n'aime pas ça, mais on entendait des chants. CM Punk. Ouais. CM Punk, c'est pas duré longtemps, mais on les a entendus tout de même, malheureusement. Un peu comme on l'a dit lorsqu'on a décidé d'entrer toute cette espèce de merde-là dans l'histoire in-ring. C'est les dangers de faire ça. On va réentendre CM Punk aussi plus tard dans le pay-per-view. Un peu plus fort, un peu plus avec de l'emphase. Mais ils l'ont cherché là, cette fois-là, Carlis. Oh, ouais, exact. Grosse séquence également de la part de suplex de Dax qui commence à souplexer tout le monde. Des German suplex. Il en fait même une double German suplex au Young Bucks. Les deux revolent. Ça revole partout dans tous les sens. Par la suite, j'ai bien aimé cette séquence-là. Tout le monde tente le Frog Splash de la 3, mais tout le monde ne le réussit pas. Lorsqu'ils atterrissent, on lève les genoux. Là, celui qui l'a atterri, ses genoux, il a mal. Fait qu'il lève ses genoux. Quelqu'un d'autre atterrit sur lui. Et là, c'est comme un 4 Frog Splash back-à-back. Un spot que j'avais jamais vraiment vu, mais c'était drôle de voir 4 fois un Frog Splash raté back-à-back à cause des genoux qui se lèvent. Fait que, c'est quand même original. J'ai pas souvenir d'avoir vu un spot comme ça dans un match par équipe. C'était super beau. Ensuite, un super beau spot entre les FTR et les Young Bucks, de la troisième. Il y a il y a comme Matt qui essaie de rentrer par en avant en springboard pour peut-être aller faire, je sais pas, un Meltzer ou peu importe, rentrer. Mais Dax, il s'en rend compte et qu'il pogne Matt, il pousse à la place de le pousser dans le ring, il le pousse vers l'extérieur. Qui n'a pas à l'extérieur? Tout le reste du monde. Fait que lui, Matt, il est pas calme, il fait un backflip. Tu sais, un peu le spot, pas aussi impressionnant que ce que Logan Paul a fait lors du dernier pay-per-view. C'était vraiment une espèce d'enchaînement hyper beau. Mais le défi de tu sais. C'est de rester en équilibre ta troisième corde, là. Ben oui, t'es en équilibre. Puis, tu sais, il était vraiment comme s'il s'en allait par en avant. Puis c'est vraiment juste la petite pousse de Dax qui fait qu'il décide d'aller par en arrière. Quand même difficile à faire. Fait que bravo je pense que c'était Matt qui faisait ça. Fait que c'est super beau. Pendant ce temps-là, ben là, ça permet à Dax d'être dans le ring. Et lui, ben, il fait. On connecte le Shatter Machine sur l'autre Young Buck. Tente le pin, mais là, Matt, il vient. Il est revolé en arrière, là, il est encore avec ses esprits. Tu sais, l'arbitre, enlève l'arbitre. Il n'y aura pas de compte là-dessus. Fait que là, les gens sont fâchés. Là, t'as monsieur Papa Ass qui se met à courir après. Ça marche pas. Un des deux Young Bucks est mort. Fait que là, on vient sur ça me fait rire, ce bout-là. Pour attaquer Dak. Là, on veut faire le EVP Trigger, mais il nous reste juste Max Caster. Fait qu'il demande à Max. As-tu de faire le EVP Trigger? Ouais. OK, on le fait. Fait que let's go. EVP Trigger avec Max Caster. Et par la suite, un peu plus tard, à peu près dans la même séquence, on a également un Shatter Machine avec. Je pense que c'est également Max qui l'a fait. Je pense que oui. Avec l'autre voyons, pas Cash, mais. Dax. T'as-tu Dax? Ah, je pense que c'était. Non, c'est Cash, il l'a fait. C'est Cash, il l'a envoyé, puis c'est Cash qui l'a les genoux dans le ventre. Le match, c'est le fun, mais effectivement, très dur à suivre au niveau de qui est légal là, à ce moment-là. Là, parce que là, tu sais, on est dans un match à 3, fait que tu sais. Il y a tout le temps juste 2 personnes, 2 équipes qui sont légales, puis là, que la troisième vienne s'interposer. Mais comme tu sais, il n'y a pas de tag à ce point-là. Là. Comme c'est juste. Tout le monde est juste partout. Puis c'était pas annoncé comme un Tornado tag match non plus. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est classique comme box. Mais quand on perd le focus comme ça, et on dirait que c'est tout le temps genre le FTR, comment ils font se souvenir c'est qui. J'ai tout l'impression que c'est FTR qui cale l'achat. C'était eux autres qui étaient légaux, n'oubliez pas qu'ils peuvent faire des oui, c'est ça. En tout cas, le match continue. Les Bucks décident de faire un coup dans le pelvis à The Acclaim. Mais tente le pin.
réussit pas à le piner. Non. Quand par la suite, les ceintures, elle allait assommer Bowen, mais là, Billy Gunn intervient, enlève les ceintures. Bowen, il peut pas se faire piner à ce moment-là. Les Bucks finissent par frapper Dax avec la ceinture. Aïe, aïe, aïe. Tente le pin, 1, 2, kick out. Là, c'était comme un peu un enchaînement que c'était sûr qu'il allait gagner, mais rapidement, les Young Bucks, même s'il y a le kick out, enchaînent, se relèvent debout, font un EVP trigger ouais. sur Dax. 1, 2, 3. Les Young Bucks emportent ce match-là, gardent leur ceinture. Et si, mettons, j'avais eu à faire mes prédictions dans la dernière, moi, c'est ce que j'aurais aimé. C'est pourquoi? Parce que dans la confrontation entre les FTR et les Young Bucks, FTR avait un peu trop gagné les derniers. Ah, on était rendu à un espèce de 3-1. Fait que là, fallait fallait commencer à donner des victoires. Ok, je comprends. Ouais. Ah, je m'attendais soit à une nulle, soit The Acclaim viennent remporter le titre pour qu'il y ait comme une nulle dans leur rivalité, ou que les Young Bucks l'emportent. Et c'est les Young Bucks qui l'ont effectivement remporté. Ça marche. Et après le match, lors de la célébration, il y a comme clairement, la sécurité fait mal sa job. Ben oui, ils sont pas bons. Il y a des gens qui rentrent dans le ring. Les Grizzled Young Vets qui arrivent, qui essaient de confronter les Young Bucks. Les Young Bucks qui sont comme, ils ont de l'air épeurants, ces messieurs-là, qu'on connaît pas tant. Fait qu'on va, on va s'en aller, nous autres. On va les laisser dans le ring. Grizzled Young Vets qui sont des Anglais d'Angleterre aussi, donc des locaux que les gens aiment beaucoup. Les Grizzled Young Vets qu'on a vu beaucoup à NXT UK, NXT aussi réguliers, qui ont été champions par équipe, qui ont essayé de monter par la suite, je pense à Ross, si je me trompe pas. Ça a plus ou moins fonctionné. Ouais, ça a plus ou moins fonctionné. Fait que là, quand leur contrat s'est terminé, ils n'ont pas décidé de re-signer avec la WWE. Donc, avait apparu il y a quelques mois à Collision, je crois, avait eu un match, les Grizzled Young Vets, on pensait que c'était là leur arrivée. Finalement, c'est là, à Wembley, où d'après moi, vont aller en feud contre les Young Bucks. C'est le même que ça regarde là, pour les prochaines semaines. Young Bucks. Pas qu'ils attaquent FTR après, on pense qu'ils s'en allent contre les Young Bucks, là, finalement ils essaient de beat down FTR. Fait que, ils sont méchants, mais sont chez eux. C'était le fun, mais c'est un peu weird. Ouais, fait que ça va vers qui, je sais pas. Soit les Young Bucks, soit FTR. D'après moi, on va commencer par FTR. Ouais, avant de se rendre juste aux Young Bucks. Avant de se rendre. Ouais, peut-être. Prochain match, un match que j'aime beaucoup, un match que je trouve devrait avoir son propre pay-per-view. Parce que c'est genre leur version du Royal Rumble, que moi je trouve particulièrement intéressante. Nouvelle idée de gimmick, c'est le match Casino Gauntlet, où à chaque à peu près 1 minute 30, comme un Royal Rumble, quelqu'un arrive dans le ring, sauf que la différence d'un Rumble, c'est que si tu commences, t'es avantagé, parce que c'est le premier qui fait un pin. Dès qu'il y a un pin, ouais. Tu peux piner avant que tout le monde arrive. Fait que si tu commences, t'as une chance de remporter le match rapidement. Et c'est le genre de match qui est écrit, scripté pour avoir des belles surprises. Et tabarouette, on en a eu des surprises dans ce match-là. On a commencé ça avec Orange Cassidy qui a une entrée spéciale pour l'occasion. Il est rentré comme Mr. Bean. Comme le début, si vous écoutiez la télé au milieu des années 90, l'entrée de Mr. Bean qui a genre un spotlight, comme si c'était fait comme si atterri, comme si c'était un extraterrestre qui le drop directement dans les rues de Londres. Fait que ça fait très bien avec la gimmick de Cassidy à ce moment-là. Et c'est suivi de Okada qui rentre, qui est super over, beaucoup trop over pour être méchant, honnêtement. Beaucoup trop un gros pop. Okada qui trompe Orange Cassidy avec un faux câlin. Il voulait faire le câlin à la best friend, mais non, Orange Cassidy qui est comme... Okada plutôt qui est comme, non, Orange, on fera pas de câlin. Mais le pouvoir des poches est plus fort que le câlin. Ah oui. Et Orange Cassidy qui utilise le pouvoir des poches pour être capable d'y crisser un peu de voler, un genre de petit enchaînement. Un des gros pops de ma part. Je sais pas de ton côté comment ça a été. Moi aussi, tabarouette, c'était une des plus grosses surprises de ce match-là. Nigel McGuinness en troisième, qui rentre. Nigel qu'on pensait tous complètement fini. Mais non. Et j'ai réécouté pour voir, parce que j'étais comme, il rentre par la rampe, il était pas à la table de commentateur le match d'avant. Et juste à la fin du match, ça passe un peu inaperçu dans le match d'avant, mais il fait juste comme, hey, je m'en vais prendre un break à la fin du match de Mario May. Fait que là, ça laisse. Il est pas là dans les autres matchs. Il est juste là, je vais prendre un bec après le match de Mario May, parce que comme pour se revenir de toutes ses émotions d'avoir reçu un bec de Mario. Fait que c'est comme ça qu'on l'a vendu. Et là, j'étais comme. Moi, ça n'a pas tant cliqué. Juste, il est pas là, puis ils veulent d'autres annonceurs, puis qu'ils en ont plein. Et là, quand il arrive comme ça, je suis comme tabarouette, on va avoir Nigel McGuinness. Et je suis d'accord, j'ai eu la même réflexion que toi. Lorsqu'il rentre, je suis comme, il va-tu gagner pour qu'on ait la vraie fin de cette rivalité entre Bryan Danielson et Nigel McGuinness?
est-ce qu'on voit ça télégraphié, le finish? Moi, j'aurais trouvé ça quand même dommage. Ouais. D'avoir Nigel qui gagne, ben, j'aurais fait ah, c'est trop clair. On le sait où on s'en va à la fin. Ouais, c'est ça. Je suis content qu'il n'ait pas gagné pour cette raison-là parce que je pense quand même qu'on va avoir ce match-là, mais on va l'amener différemment que par un number one contender. Puis également, je comprends l'aura qu'il y a, mais tu sais, Nigel, c'était pas non plus Will Ospreay. Non, c'est ça. Les gens de la Ring of Honor étaient très bons, mais c'était le fun de le voir là aussi, puis la façon qu'il tease. Le genre de feud qui continue à teaser depuis qu'il est là au commentaire. Ensuite, c'est Kyle O'Reilly qui fait son entrée. Très cool. Rien de plus. Je pense que Nigel a été une grosse influence sur Kyle O'Reilly, un peu dans le style, dans la façon de lutter. Fait que c'était le fun de les voir un peu là, dans le ring. C'est une belle chimie. Ensuite, Zack Sabre Jr. fait son entrée. Une autre belle surprise, c'est le fun de le voir là. Celui qui vient tout juste de sortir gagnant du G1 2024. Fait que c'est le fun de le voir arriver là chez lui. Un Anglais, hein, puis il y a eu un face-à-face. Il y a eu un face-à-face Zack Sabre Jr. et Nigel McGuinness. Oui, je l'ai bien dit. Les deux Anglais, deux légendes anglaises de deux générations différentes qui font un beau face-à-face. Vraiment super le fun. Et la foule qui est contente de voir tout ça. Ensuite, un autre face-à-face d'Okada et Zack Sabre Jr. qui ont une grosse histoire à la New Japan. Fait que c'est le fun de voir un peu ces clins d'œil-là au passé. Ouais. J'ai bien aimé. Et Zack Sabre, moi, je trouve toujours dans un match à plusieurs, il ressort tellement mieux. Parce qu'il y a quand même un style technique lent, mais dans un match à plusieurs, le côté technique lent se fait rapidement. Fait qu'on dirait qu'au niveau du rythme, c'est encore plus efficace. C'est le fun. Non, mais un Zack Sabre vient comme. Tu sais, ces bouts de OK, je casse le cou, ou je pogne les mains, ou je fais mes mouvements de transition pour tenter un pin, ont encore plus d'impact dans un match à plusieurs. Je suis même d'accord. Parce que ça sort de nulle part un peu. Fait que pour les gens qui, je crois, aiment un peu moins un style technical, un match comme ça, d'avoir des lutteurs technical, mais dans un match à plusieurs, ça te permet de juste avoir un petit spirit et avoir vraiment tout le meilleur. Là, toute l'espèce de crème sur le top, là, parfaite. Là, si jamais tu n'aimes pas l'amertume après de la bière, là, crème sur le top, là, bonne à boire et à déguster, un Zack Sabre Jr. Roderick Strong ensuite rentre. Roderick Strong qui malheureusement, dans les dernières semaines, depuis la perte de son titre en fait, perdu dans le milieu, sert vraiment de faire valoir. Il est très bon cependant comme faire valoir. Là. Il scelle même comme pas un. Là, entre autres, le Nigel, là, tabarouette, que Nigel, il faisait des mouvements, puis Roderick, man, te scellait ça. Il se donnait plein de Il venait de recevoir un char, qui venait de le frapper. Là. Fait que, très bon technicien, c'était super bon. Un bon match-up également avec tout le monde. C'était le fun. Ensuite, un Mark Briscoe. Mark Briscoe, dans ce match-là, que j'ai trouvé qu'il n'a pas tant tiré son épingle du jeu. Non, je pense qu'il a fait quelques spots classiques. T'es Kyle O'Reilly qui lui met sa chaise pour qu'il se lance. Puis il a fait quelques coups. Très le fun, mais rien de spécial pour mon bon. On c'était pacté là, comme, mon Dieu, du monde. Comme match. Là, des fois, t'es comme. J'étais un peu surpris que ça soit sur la carte principale. Comme, des fois, c'est le genre de match que tu vas mettre justement le monde un peu plus low card dedans. C'est tous des gros noms. Là. Ils ont tous gardé les gros noms. Hangman Page également, qui n'avait pas de match. Il arrive après Mark Briscoe. Vous savez, j'aime beaucoup mieux ce personnage-là de Hangman Page. Il arrive avec son intensité. Il veut-tu gagner parce qu'il veut aller casser la gueule à Swerve. Il pète tout le monde. Il pète tout le monde. Il est fâché. Zack Sabre Jr. et Okada ensuite s'attaquent, mais Hangman domine. Il continue à détruire tout le monde. Mettons, sa minute et demie a été bien utilisée. Très bien utilisée. Très bien fait. Ensuite, Jeff Jarrett qui arrive avec sa guide, sa femme. Et on s'entend quand Jeff Jarrett arrive avec une guitare, qui s'attaque un moment donné. La guitare va être pétée sur quelqu'un. Elle va être pétée. Gros pop, effectivement. C'était un peu surprenant. Même dans le pre-show, là, on entendait un peu des fois la foule faire des chants avec Jarrett qui était j'ai pas remarqué. Pre-show commentaire, mais on essaie de upstager un peu le pre-show en moussant un peu Jeff Jarrett de tout bord de côté. Fait qu'on rappelle un peu l'histoire avec Hangman qu'ils ont eu à la Owen Hart, tournoi Owen Hart. Hangman powerbomb Jeff Jarrett cependant en dehors du ring sur tout le monde. Puis il se met à attaquer la femme de Jeff Jarrett. Mais et là, le petit timing était peut-être un petit peu moins bon. Il a comme pas gardé. Un petit 3 secondes. Il aurait dû vraiment rester à essayer de frapper la femme, mais finalement, il l'a arrêté. Puis là, la musique est partie. Et qui n'arrive pas
Ricochet. Le nouveau venu, Ricochet, que tabarouette, il est mieux d'être poussé jusqu'à la lune, parce que s'il y a bien un endroit où il peut réussir Ricochet, c'est la All Elite Wrestling. Amenez-le. Mais Je veux tout. Je veux tout. Je il veux est la tellement. ceinture. Je veux qu'il l'aille. Il est tellement. Tu sais, moi, je l'ai vu, je l'ai regardé lutter, puis j'étais un peu ému parce que comme, il fit très bien dans ce style de lutte-là. Mais tu sais, il est tellement bon, il est fluide, ça a tellement l'air. Mais il est légitimisé Facile. également. Ouais, Tu sais, ses ouais. coups, c'est pas juste je le fais puis on enchaîne comme si c'était une mouche qui venait genre de tourner autour. Non, non. Je fais un shooting star press en springboard, la troisième vers l'extérieur. Tout le monde tombe à terre, tout le monde reste à terre. Puis moi, je me relève, puis je t'élève. Je fais pas juste sceller que j'ai eu mal de faire mon mouvement. Comme il était un peu vendu à la WWE. Ouais. On dirait à la WWE, tous les mouvements qu'il faisait, il faisait quasiment Ça plus faisait mal mal à lui. Ouais, c'est ça. courait. Fait que là, je suis comme, non, vendez-les comme il faut. Là. Il fait son mouvement, il se relève, il est solide, puis il continue son match. Là. Fait que là, je suis très bien, j'ai bien aimé. Et là, j'étais comme, ah ben là, tout le monde, il n'y a pas de questionnaire, mais les commentaires, je vous lisais. C'est sûr, Ricochet revient, Ricochet gagne, Ricochet s'en va à la ceinture. Et là, j'étais comme, ben là, clairement, ouais. tout le monde avait gagné. Ben oui. Là, il arrive, c'est sûr que c'est lui qui va gagner. Mais. Et là, qui arrive pas? Le tabarnak. Surprenamment. Moi, je comprenais pas. Moi non plus. J'étais comme, Christian Cage arrive. Puis il marche. Là, il arrive. Il marche en boitant un peu, puis il a de l'air en tabarnak, puis. C'est que c'est bon. Et là, c'est. Non, en tout cas, c'est le même booking que la dernière fois. Tu te souviens-tu, la dernière fois qu'il y a eu un match semblable? Ouais. Même affaire. Il revenait d'un autre match qu'il venait de perdre. C'est vrai. Et finalement, il remportait de Ouais, cette mais manière-là. ça fonctionne. Pourquoi tu le refais pas si ça fonctionne? Je comprends, mais à ce moment. Mettons, là, je te parle de mon méta. Là, je suis genre, pourquoi ils mettent Christian là? Ouais, là, moi, ouais, je suis tout de suite, je me dis, bon, le prochain, c'est Copeland. C'est la seule explication que j'avais. Ouais. Ah, ben je peux il est pas ben croire trop qu'il. tôt. Je le sais, mais je peux pas croire qu'il ramène Christian pour le faire gagner parce que les deux seules explications, c'est ça. Tu mets Christian pour le faire gagner ou tu mets Christian parce que le prochain, c'est Copeland, puis là, tu passes ce feud-là entre les deux. Fait que là, j'étais comme, ok, j'espère que Adam Copeland y arrive, je vais faire son retour, tout ça. Fait que là, Christian y arrive, il marche difficile, les ricochets, il l'accueille. Let's go, pas de chance, on y pète la gueule, il n'y a aucune offense que Christian Cage. Il arrive, il retourne dans le ring, il mange le bug shot. C'est arrêté cependant par Okada. Il se prépare. Hangman reprend le contrôle. Il tente d'aller faire le bug shot d'Okada. C'est une espèce d'affrontement de qui a la plus grosse corde à linge. C'est-tu le Rainmaker? C'est-tu le bug shot? On le sait pas parce que là, la femme de Jeff Jarrett arrête tout le monde. Là, tantôt, t'as voulu me frapper, mais là, je suis pas contente. Pendant ce temps-là, Jeff Jarrett embarque au banc de sa guitare. Backlash, coup de guitare d'en face de Hangman Page. Tout le monde ensuite enchaîne leur finish sur tout le monde. C'est un feu roulant. C'est ça que la fin arrive. Et là, je sais pas si tu as remarqué, c'était long, ce segment-là. Ouais. Fait que moi, j'étais comme, ben, Christian, c'était le dernier. Il n'y a plus d'autres. C'est correct. Il n'y a plus personne. Oui. On dirait que ça faisait genre 3 minutes qu'il était là. Puis là, le timer repart. Ok, c'est bon. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ça va être qui? Ça va être Copeland, tout ça. Et là, Luthazar arrive. Et là, on se dit tout, c'est-tu là? Il tourne là. Il tourne là. À Wembley, à All-In, c'est à la place. Let's go. Ils sont comme un peu pognés à la fin du match trio. Il est pas content. Il est parti tout seul. Il arrive dans le ring. Il regarde Christian. Christian, c'est pas trop. Il va-tu s'attaquer Christian? Ben non, il attaque à la place, en arrière. La personne qui était là, c'est qui était là? Je sais pas qui. C'est lui qui pogne le pin. Décide de faire un chokeslam et décide de prendre Christian Cage. Le met dessus, comme il avait fait la dernière fois. Christian prend le pin 1, 2 et 3 sur c'était Kyle, je pense. Kyle O'Reilly, je pense, le pin. 25 minutes de match pour se finir avec une victoire de Christian Cage qui va avoir encore une fois une nouvelle chance à la ceinture. Est-ce que c'était sur la checklist de Bryan Danielson? On va y venir un peu plus tard. Parce que sinon, je comprends pas pourquoi Christian Cage fait ça. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on m'écrit? Pourquoi on fait ça? Surtout avec tous les gens qu'il y avait. Je suis comme... Il me semble que je veux plus voir un match Ricochet contre Swerve ou contre Bryan Danielson. D'accord. Que Christian Cage contre ces gens-là. Je suis quand même d'accord. À voir. Peut-être qu'on va avoir quand même une belle magie. Christian, il est efficace, on s'entend. Ben, c'est l'histoire qui va être... Par exemple, la feud au micro, puis l'histoire qui va être racontée avec... Tu Danielson qui a mis de l'emphase sur sa famille dans les dernières semaines aussi. C'est sûr. Il va parler de... Il est un père, il est un mauvais père. Ah oui, ben oui. Fait que, ça va être intéressant quand même. Je suis d'accord que c'était quand même surprenant. Un Luthazar, finalement, qui se met du côté de Christian pour de vrai, qui a quasiment tourné 3 fois dans le dernier mois.
tout ça est un peu confusant. Nigel qui arrive, qui aurait pu gagner. Ricochet qui arrive, qui aurait pu gagner. Hangman qui arrive, qui aurait pu gagner. Fait que t'es. Même Okada, même tout le monde, là, tu sais. Ah, n'importe qui. C'était c'est le entertainant. choix comme le plus surprenant, mais comme surprenant, déçu. Ouais. Mais c'était le fun. Comme... J'ai vraiment aimé le match. Fait qu'à voir. Peut-être qu'on va, on va tout de suite faire ça, puis le Backlog à Dynamite, on règle ça, puis ça sera pas plus loin que ça. Très bien. Peut-être que ça soit juste ça, mais j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup de potentiel pour une future rivalité intéressante. Ouais. Fait que, ça s'en va vers. Fait que là, c'est ça. Et, comme il a gagné la dernière fois, le shot à la ceinture, finalement, c'était Luthazor qui lui a donné. De la même manière, là, encore une fois, Luthazor, il donne une autre opportunité. Qu'est-ce qu'il va falloir, Luthazor, pour qu'il y ait un père, finalement? Parce qu'il est triste, lui, son père, il est mort il y a des millions d'années. Des millions d'années, là, ouais. Son père, c'est un dinosaure, il est plus là, il s'est fait détruire. Il en cherchait un père, il essaie, puis Christian, il l'aime jamais. On va espérer que celui-là, il va l'aimer. C'est drôle de Stockholm, hein? C'est tough. Ah, clairement. Fait que, un match bien, j'ai bien aimé. Encore une fois, très bien découpé ce match-là. C'est excellent. Très cool. Ramenez-nous ça. Ramenez-nous ça à chaque fois. Là. Ah, man, faites un pay-per-view avec ce concept de match-là. C'est excellent. Et on enchaîne avec peut-être le match. Je t'arrête là. Moi, j'ai un appel à